nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, principale école de design française. Cette rencontre qui a lieu une fois par mois, qui s'appelle À l'invitation, a été initiée par le Centre de documentation de l'ENSI pour faire découvrir prioritairement aux élèves le fond de la documentation, un livre, un film, des auteurs, une pensée. Et donc, le principe de cette découverte, on a essayé de la mettre en place à la façon dont on pourrait présenter un projet de design, c'est-à-dire de son contenu à sa fabrication. D'où l'importance à chaque numéro d'avoir les auteurs, mais aussi quelquefois les graphistes, les photographes, les éditeurs. Voilà, donc aujourd'hui, après Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre le mois précédent, pour clore cette saison, nous accueillons les auteurs et l'éditeur du livre Terraforma, manuel de cartographie potentielle, et cela à l'invitation d'Aurélien Fouillet. Donc Aurélien, je vais le présenter. Il est philosophe, il pratique la sociologie de l'imaginaire, l'ébénisterie et la marqueterie. Il enseigne la philosophie pour le design à l'ENSI, les ateliers, et pour le CESAP. Alors ça, je ne savais pas ce que c'était, je me suis renseignée. C'est donc la conférence des écoles supérieures d'art appliqué de Paris, dans lequel vous trouvez Boulle, Estienne, Dupéré, Nsama. Voilà. Et voilà. Il est co-responsable éditorial de la revue Société et membre de la rédaction des cahiers européens de l'imaginaire. Il a écrit 2 ouvrages, L'Empire ludique aux éditions François Bourin et Détour vers le futur, à paraître chez Libert. Voilà. Donc je vais peut-être lui donner la parole, à moins que tu préfères que je continue la présentation. Vas-y, tu fais ça très bien. D'accord. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le graphiste et éditeur, parce qu'il a double casquette. Il s'agit d'Alexandre Dimos, qui en 2001 cofonde le studio de Valence, et en 2008, la maison d'édition B42. On le connaît bien ici. Il est membre de l'Alliance graphique internationale, et cette année, le studio de Valence a remporté le Grand Prix de la Biennale de design graphique de Chaumont avec une très belle affiche du théâtre d'Aubervilliers. Non, pas du théâtre. La commune d'Aubervilliers, c'est bien ça. Donc, pour présenter le livre, elle a une grande mission, c'est Axel Grégoire, qui va représenter tous les auteurs. Elle est architecte diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Et après avoir été chef de projet au pôle urbanisme et grand territoire de l'agence Baseland, elle travaille actuellement sur des projets de recherche expérimentaux entre pièces artistiques et prise de position sur la ville. Aujourd'hui, elle poursuit dans le cadre d'une thèse un projet de réécriture cartographique du mythe de la ville, forêt à l'ère de l'Anthropocène. Voilà, et qui aurait été député lors d'une résidence à la Villa Le Nôtre. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier, le studio de documentation tient à remercier la communication de l'ENSI pour son aide, Aude Verdier et Dominique Wagner, ainsi que Fabien Gauthier, Diaby et Laurent Dubois, et tous nos collègues pour leur soutien. Et bien évidemment, tous les élèves qui ont eu la gentillesse de venir ce soir. Alors pour le moment, Julia n'est pas arrivée, mais à la fin de la présentation et de la discussion... Ah pardon, oui, elle est là. Et donc, il y a des livres qui seront mis en vente, si vous le souhaitez, sur place. Voilà, maintenant je laisse la parole à Aurélien. Oh pardon, ça c'est terrible. Pourtant j'ai dit que c'était pas possible. Non, voilà. Pardon. Donc je laisse la parole à Aurélien et je vous propose en fin de compte de présenter l'ouvrage durant une trentaine de minutes, 40 minutes, et ensuite, après vous menez la barre comme vous le voulez, hein, et ensuite il y aura un temps d'échange avec tout le monde. Voilà, merci.
Merci Françoise, et puis merci à l'ENSI et à la documentation du coup, de nous accueillir pour présenter ce livre. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas lu un livre aussi intéressant et étonnant. J'en parlais avec Axel à l'instant. Le dernier livre que j'ai lu qui m'a autant surpris, c'est un livre d'un médiéviste sur les images dans les marges, dans l'art médiéval, donc, qui n'a un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, mais où il y a cette espèce d'alchimie qui se passe entre un propos théorique soutenu et intéressant, pertinent, original, et un propos graphique, dans le cas présent, qui est tout aussi soutenu, original et intéressant. Donc je ne peux que recommander la lecture de ce manuel de cartographie potentielle, parce que voilà, c'est vraiment un ouvrage, à mon avis, un ouvrage important, et un outil qui est disponible pour tous. C'est-à-dire qu'on soit designer ou qu'on soit pas designer, qu'on soit architecte ou pas architecte, qu'on soit sociologue, qu'on soit peu importe, les outils, on peut tous les utiliser dans énormément de champs d'application, aussi bien dans sa vie professionnelle, dans sa recherche, que dans le fait de mener des politiques publiques ou l'installation de tel ou tel dispositif sur un territoire. Je vais pas monopoliser la parole trop longtemps parce que d'abord j'ai pas écrit le livre, donc ce que j'aurais à dire ne serait pas très pertinent. Je vais plutôt lancer des sortes de questions comme ça à Axel Grégoire dans un premier temps. Et j'ai trois questions, alors tu répondras dans l'ordre que tu voudras, mais la première chose qui est frappante, je trouve, dans ce livre, c'est l'idée que c'est un manuel de cartographie et que quand on regarde les cartes, plutôt que de s'y repérer, on s'y perd. Et donc il y a une dimension exploratoire dans les outils et dans le livre. Vous faites un parallèle à un moment entre les narrations spéculatives qui peuvent se rapprocher de choses que à l'ENSI vous connaissez bien comme le design fiction, et vous transposez ça en visualisation spéculative. Et donc j'aimerais que tu nous en dises un mot. La deuxième chose, c'est le point de départ un peu aussi théorique, ou en tout cas les sous-bassements théoriques de ce travail, et notamment la question de l'anthropocène, du rapport entre les vivants, les non-vivants, les animés, enfin tout un tas de notions que vous évoquez dans le livre. Et puis la troisième chose, et c'est ça je pense aussi qui moi m'a particulièrement intéressé dans cet ouvrage, c'est l'outil littéraire comme outil de cartographie. Alors, moi je dis outil littéraire, c'est peut-être pas un outil littéraire à proprement parler, mais en tout cas l'emploi d'analogies, de métaphores comme levier méthodologique pour déployer des outils de cartographie. Et personnellement, ça a évoqué chez moi des textes de la Renaissance où il y a ces mêmes procédés un peu d'études ou de représentation du monde pour développer la connaissance. Voilà, c'est mes trois questions. Okay. Je te laisse te débrouiller avec ça. Déjà, je vais répondre à la première, puis peut-être que tu me reposeras les deux autres. Oui, je trouve ça intéressant cette idée de carte qui désoriente plutôt qu'elle réoriente, en fait, parce que c'est finalement un peu le résultat auquel on est arrivé. En fait, déjà, le fait de faire un manuel et pas un atlas, c'était un premier choix qui est important pour nous, parce qu'on a essayé de partager les outils qu'on était... Enfin, la fabrication des outils qu'on était en train de faire, en fait. Et du coup, c'est très lié à la structure du livre, puisqu'à chaque fois, en fait, on explique comment on a fabriqué chaque carte et finalement comment on a repensé la légende. Du coup, cette idée de se désorienter pour mieux se réorienter, c'est très proche de... Même si on ne l'avait pas formulé comme ça, parce qu'une carte qui désoriente, ça pose une question. Mais en tout cas, déjà, en fait, peut-être que de dire que Terraforma, c'est le résultat d'une expérience collaborative à 6 mains, entre donc 2 architectes, Alexandra Arène et moi-même, qui ont travaillé plutôt sur...
la question du paysage et la stratégie territoriale, et Frédéric Atoati, qui est historienne des sciences et metteur en scène. Du coup, c'est vraiment une expérience pluridisciplinaire. Mais ce qui nous a réunis au départ, c'était la fascination des cartes à avoir la capacité de déployer des mondes. Donc, un outil qu'on trouvait très intéressant dans un monde qu'on jugeait un peu en crise de représentation. Voilà, donc c'était ça notre point de départ. Ensuite, je vais peut-être justement parler des 7 jalons, des 7 chapitres qui construisent ce livre, puisque finalement, nous, on s'est trouvé un peu dépourvus avec Alexandra face à des sites sur lesquels on nous demandait de travailler, donc des sites en ruine, des sites pollués, voilà, qu'on nous demandait de réhabiliter. Et finalement, on se rendait compte que nos outils ne nous permettaient pas forcément de représenter les bonnes choses pour chaque problématique. Donc, par exemple, on abordait la question du sol que par le foncier en tant qu'urbaniste architecte et pas par la profondeur du sol, qu'est-ce qu'il y a, la fertilité, enfin voilà, tous ces éléments-là qui étaient complètement invisibles dans les plans en fait. Donc voilà, c'était un premier constat et c'est ça qui nous a amené à nous dire peut-être qu'il faut mettre tous ces outils-là sur la table, les démonter, les refabriquer, peut-être échanger avec d'autres pour travailler à d'autres outils. Donc ce livre, il peut se lire à la fois, et ça boucle avec ta troisième question sur le récit, comme un récit d'exploration d'une nouvelle terre qui est finalement la nôtre, mais qu'on n'a pas forcément lu par tous les biais possibles. Et à la fois comme un manuel, donc l'idée de lier récit et outils, c'était vraiment quelque chose de presque un manifeste pour nous dès le départ. Et du coup, sur l'idée de désorientation, parce que je continue là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, effectivement, les cartes, elles ne sont pas faciles à lire tout de suite. Et peut-être que justement, on devient, par le texte, mais aussi comme ça, en parlant ou par des workshops, des guides, pour pouvoir justement recréer un langage commun, pouvoir intégrer des choses qui n'étaient pas forcément de langage cartographique partagé, et essayer d'introduire d'autres éléments pour pouvoir parler de certaines problématiques. Donc ce récit d'exploration, il se passe en 7 étapes. Donc le sol, les points de vie, le paysage vivant, frontières, espace-temps, ressources et mémoire. Et en fait, à chaque étape correspond une question, et tout ce qu'on raconte, c'est quand même la fabrication d'un outil pour s'approcher au plus près de ces questions, pas donner des réponses, mais en tout cas utiliser des outils comme des moyens de visualisation. Et peut-être que je peux vous montrer un peu un exemple, par exemple le sol. Donc peut-être que Alexandre en parlera plus tard sur un peu la structure du livre, mais à chaque début de chapitre, il y a cette page qui est un peu une réécriture d'un référentiel traditionnel de la carte, donc par exemple le nord, qu'on va réorienter vers le sol pour pouvoir explorer les profondeurs. Du coup, nous, on est parti dans une exploration des territoires plus en étendue, mais en profondeur, en fait. Ça commence comme ça, le voyage à travers les cartes. Et alors Frédéric en parlerait mieux que moi, parce que c'était aussi d'elle que viennent toutes ces images de cosmogrammes ou de représentation de la Terre, puisque c'est son sujet d'étude. Mais en fait, cette image, par exemple, de Krichter, elle montre que le sol est vivant, qu'il y a quelque chose on ne voit pas forcément les couches, mais on voit quelque chose d'animé, et c'est un peu la figure de Gaïa, la Terre comme Gaïa. Et du coup, nous, on a essayé de se dire, alors comment on peut dessiner ça avec nos outils et quitter ce point de vue de Sirius, qui est le point de vue lointain, qui regarde la Terre comme une bille sur lequel on n'incarne pas les territoires avec ce point de vue-là, quoi. Et du coup, c'est très important aussi dans le livre comment on passe de l'idée de point de vue à l'idée de point de vie. Donc chacun peut générer sa carte et réfléchir à la façon dont il s'ancre dans le territoire. De passer du point de vue au point de vue, c'est déjà assumer le fait qu'une carte a un point de vue et qu'il n'y a pas un point de vue normé et que chacun peut avoir une action sur la carte.
mais aussi que chaque vivant, c'est-à-dire les humains, mais aussi les non-humains, ont une part de fabrication de ce monde, en fait, prennent part à la fabrication de ce monde. Et donc alors sur le sol, on a déjà, il y a déjà eu dans l'histoire des tentatives de rentrer dans le sol. Donc ça, c'est un géorama vu en coupe. Donc on est à l'intérieur de la Terre, la peau de la Terre a été retournée, mais on ne voit pas encore dans les profondeurs du sol. Donc c'était l'idée de cette carte, de partir du globe, de le couper en deux, pour pouvoir voir le noyau, le sol, l'atmosphère. Et sur ce schéma, on voit que sol et atmosphère, en fait, c'est la zone critique, c'est là où on vit. Et finalement, ça ne représente pas grand-chose en espace, quoi. Et du coup, on s'est dit, bon, il faudrait pouvoir voir ça de plus près, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et donc, on a fait ce geste de retournement des couches, en fait, de retourner la Terre comme un gant, et de penser le noyau tout autour, donc la roche tout autour, le sol au milieu et l'atmosphère à l'intérieur. Alors, ce principe-là, ça a plusieurs conséquences. Déjà, on voit beaucoup mieux cette zone en fait, dans laquelle on vit. Et surtout, en fait, l'atmosphère à l'intérieur est vue comme une bulle. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet, que ce soit la pollution ou autre chose, ne disparaît pas dans l'air, en fait. Parce qu'on vit déjà dans quelque chose qui est comme une voûte fermée, en fait. Du coup, il y a l'idée que... l'importance de la rétroaction et de ce qu'on peut faire, en fait, de ce ciel et de cette atmosphère-là. Donc c'est déjà une des premières conséquences. L'autre, c'est que ça laisse apparaître à la fois la façon dont on a été à la conquête des profondeurs, donc par la coupe qui traverse chaque strate, mais aussi ça révèle tous les organismes hébergés dans ce sol. Voilà, donc ça c'est des petits zooms. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le partage des gestes graphiques, c'est quelque chose qui nous importait beaucoup. Et en fait, on clôt chaque chapitre avec une sorte de memento, de mémoire de chaque geste graphique qui a été développé dans le chapitre. Alors, par exemple, là, c'est ce que je viens de vous expliquer, en fait, du globe jusqu'au nouveau modèle. Et en fait, ces modèles-là, donc je vais remonter dans la présentation parce que je vais plutôt faire au fil de tes questions, fonctionnent comme des lentilles optiques qu'on va poser sur les territoires. Donc les cartes que vous voyez en fond noir, c'est des exemples. En fait, si on les avait posées à un autre endroit, on aurait obtenu une autre carte. Donc en fait, à chaque fois, on montre un modèle. Donc c'est la structure de notre outil optique. Enfin, c'est une métaphore en fait, qu'on pose sur des territoires et ça va générer une carte. Du coup, il y a encore plein de choses à explorer avec ces outils-là, plein de territoires, plein de problématiques, et c'est un peu l'objet du travail qu'on est en train de poursuivre maintenant. Alors, je sais, peut-être tu peux me reposer ta deuxième question ? Ouais, ou je peux t'en poser d'autres aussi. Enfin, il y avait la question de... Tu as parlé des vivants, des non-vivants, des animés, des points de vie. Et justement, quel est le contexte un peu théorique dans lequel ça vous est venu, ça ? Je parlais de l'Anthropocène, par exemple, mais il y a aussi, vous citez Emmanuel Kochiar, Descola sur les distinctions entre l'humain et le non-humain. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? C'est sûr qu'on doit beaucoup à Emmanuel Kochiar pour la formulation, l'idée du point de vie, parce que ça nous a beaucoup aidé à se dire justement comment on passe du point de vue au point de vie et à l'idée de pouvoir se réincarner dans les territoires. Donc c'est cet outil-là, le fait de dire qu'on est des points de vie. En gros, une plante, c'est un point de vie, moi je suis un point de vie, vous êtes un point de vie, mais un microbe aussi en fait. Du coup, la question des échelles est un peu mise en branle, mais surtout l'interaction entre tous ces points de vie pose question. Et en tout cas, on co-fabrique le monde, donc c'est vrai que comme cadre théorique, c'était très important. Et justement, je trouve qu'à ce propos-là, il y a un truc très intéressant dans le livre. Tu l'as évoqué un peu avec l'image de Gaïa, c'est-à-dire votre réinterprétation de l'hypothèse Gaïa. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'hypothèse Gaïa, mais c'est un biologiste, James Lovelock, qui émet l'hypothèse que la Terre est un être vivant.
Et vous interprétez à travers justement la notion de point de vie, l'idée que c'est pas un être vivant, mais c'est un écosystème d'êtres vivants, et que finalement, on ne peut pas décorréler l'espace, le territoire, la carte de ce réseau d'êtres vivants. Mais c'est sûr que en fait, cette idée permet de penser tout comme du point de vue au territoire comme un continuum. La question, c'est quel filtre on garde pour filer en fait ce tissu et essayer de parcourir ce continuum. Mais oui, cette idée qu'on fait partie d'un monde en mouvement et que finalement tout est écosystème, puisque un corps humain l'est aussi, c'était très important dans les fondements de Terraforma. Et aussi, je pense que comme cadre théorique, évidemment, vu qu'on a travaillé beaucoup avec Bruno Latour sur cette question de zone critique, sur la gaïagraphie, effectivement, toute sa pensée aussi sur l'anthropocène et la crise climatique a beaucoup orienté nos réflexions de Terraforma. Et alors, dernière question avant de cuisiner l'éditeur et le graphiste. Justement, Terraforma, moi qui suis un lecteur de science-fiction, la terraformation, c'est l'inverse de ce que vous décrivez. Alors, ma question est un peu biaisée, parce que la réponse est dans le livre, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et surtout, moi, c'est un point de vue que j'ai lu par exemple chez McLuhan, avec l'idée que l'écologie, justement, c'est né du point de vue de Sirius, d'une certaine manière. Pour McLuhan, la naissance de l'écologie, c'est quand on envoie le premier satellite dans l'espace et que la Terre devient un écosystème artificiel. Et est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser un autre mot que écologie, c'est un autre mot que logos? Et justement, l'usage de la métaphore, de l'analogie suggère d'autres choses. Voilà. Et est-ce que tu peux du coup nous préciser ce que veut dire terraforma dans le cadre précis? Il ne s'agit pas de terraformer Mars pour installer des colonies humaines. Non, mais par contre, effectivement, l'emprunt, un vocable lié à la science-fiction, il était un peu fait exprès aussi, parce que ça fait référence à un peu la préhistoire du projet, parce que quand on a été rencontré Frédéric avec ce projet qui s'appelait pas Terraforma au départ, l'idée de la science-fiction était présente par contre, puisque pour notre premier choix était de créer des planètes fictives comme moyen, comme des laboratoires justement de nos expériences pour voir comment on pouvait aménager autrement. Bon. En fait, ce dont on parlait finalement, c'était des ersatz de Terre et finalement, il était plus intéressant de revenir sur Terre. Et c'est pour ça que finalement, on a été du récit d'exploration d'une conquête spatiale à une contre-conquête spatiale en retournant sur Terre. Donc ce clin d'œil à la science-fiction, on a voulu le laisser parce que et finalement, Terraforma, l'idée que de toute façon, on interagit, pardon, je me dis pardon à moi-même, on interagit avec le monde et que du coup on a un impact. Vivre implique un impact et du coup finalement en tant qu'aménageur c'est assez drôle de se dire ça, que de toute façon est-ce qu'une plante, et ça c'est aussi Emmanuel Cochet qui le dit, est-ce qu'une plante elle n'est pas aussi jardinier qu'un paysagiste? C'est volontairement provocateur, mais en tout cas effectivement tout le monde les vivants, que ce soit des humains ou des non-humains, ont un impact, et du coup cette idée de fabrication, de terraformation par les vivants qui construisent la Terre, elle est à mon avis réaliste. Et alors justement, dernière question cette fois, vraiment sur le métier, l'aménagement, enfin le métier d'aménageur, je ne sais pas comment on dit, les deux dernières cartes, ressources et mémoire. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que y a le fait j'ai plus le terme en tête, mais de réhabiliter un site qui a été abandonné ou pollué, et puis aussi il y a quand même une dimension. Je ne sais pas si ça se sent véritablement dans le texte, c'est peut-être parce que je te connais, mais il y a aussi un truc un peu militant, c'est-à-dire ou politique en tout cas. Il y a aussi un geste politique. C'est sûr que, comme je disais, il y a plusieurs façons de lire Terraforma. C'est à la fois un récit d'exploration, un manuel de dessin. L'idée que la carte, c'est aussi un moyen d'empowerment, c'est que donner à disposition les outils, c'est aussi donner le moyen d'agir, parce que finalement, faire une carte...
la façon dont on va faire les cartes va impliquer des typologies d'action. Donc changer la représentation, c'est aussi changer les moyens d'action sur les territoires, ça c'est sûr. Et ensuite, c'est aussi finalement des tentatives de visualisation des théories des sciences de la Terre pour tester leur portée politique. Donc ça pose effectivement paysage vivant, ça pose la question de la cohabitation, le sol, ça pose la question de justement des traces qu'on laisse et de la pollution. Voilà, donc en fait, effectivement, en tout cas, ça teste la portée politique de certaines théories, disons. Donc peut-être que c'est militant. Après, c'est aussi finalement une posture en tant qu'architecte de ne pas construire, mais de construire des outils. C'est en soi un choix et que je défends en fait. Effectivement, construire des outils, c'est aussi induire des actions. Donc finalement, travailler en amont de l'aménagement, c'est à mon avis aussi important que de construire. Voilà. C'est construire aussi le monde que de construire des images, à mon avis. Et j'avais un autre truc à dire, mais Et c'est une très bonne transition, construire des images pour l'éditeur et graphiste. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Axel parlait de la structure du livre. Comment ça s'est fabriqué? Comment ça s'est décomposé? Comment ça s'est raconté dans le processus de fabrication de cet objet incroyable qui est Terraforma? Alors, ce qui était intéressant dans le travail avec les 3 autrices, c'est que de notre côté, en fait, on est convaincu en tant qu'éditeur et designer que la forme a un impact sur le contenu. Et dans ce cas-là, ça a très bien fonctionné puisque vous étiez assez perméable à ça, c'est-à-dire qu'il y avait une compréhension du travail que nous, on allait pouvoir faire, de la lecture qu'on allait pouvoir faire en tant qu'éditeur et graphiste de leur recherche. Donc effectivement, entre le manuscrit qu'on a eu le plaisir de recevoir et le livre qui existe aujourd'hui, le travail que nous, on a pu faire, il est très structurel, mais il ne modifie pas du tout, de mon point de vue, leurs propos. L'idée étant plutôt de réaménager en fait à la fois le texte et leur import texte-image pour que ça devienne cet objet-là. Et alors, est-ce que vous avez fait une carte potentielle du livre, du coup? Non, on l'a pas dessiné. On l'a pas dessiné comme ça. Alors nous, ce qui nous a intéressé, parce qu'on a fait une double lecture, notamment avec Tony Com, qui est ici, qui nous accompagne aussi dans le travail d'édition, une double lecture du texte. Effectivement, c'était un livre, en tout cas, c'était un projet, un texte qui ressemble également des cartes très étranges. C'est-à-dire, on est d'abord attiré par le fait qu'on ne comprend absolument rien. Donc, je trouve que c'est important à dire. Ensuite, il y a des points d'entrée. Donc, soit on rentre par les cartes, soit on rentre effectivement par le texte. Et voilà, tout l'enjeu a été d'essayer de... Oui, et puis on n'y comprend rien, et en plus elles sont belles. Enfin, en tout cas, c'est peut-être très subjectif comme point de vue, mais il y a un pouvoir de fascination de ces cartes-là. Axel, tout à l'heure, elle parlait de la crise des représentations. Et est-ce que dans la mise en forme, justement le travail de mise en forme que vous faites pour ce livre, et puis chez B42 en général, est-ce que c'est aussi une façon d'amener une réponse concrète, c'est-à-dire des objets qui viennent proposer des solutions à cette crise de représentation que traversent nos sociétés? Alors, la crise de représentation peut-être ce serait long, mais à mon avis, c'est important de la définir. Donc, je ne sais pas si... ce que j'entends par crise de représentation, c'est l'absence d'un modèle structurant et dominant, en fait. Donc, il y a une multiplicité de modèles. Et voilà, comment on fait pour choisir le modèle le plus adapté ou à la situation, ou à la société, ou au problème? S'il y a une crise de la représentation, je dirais qu'il y a une crise de la surreprésentation, c'est-à-dire qu'on est confronté à un nombre d'images
qui est très important. Enfin, tous les jours, d'ailleurs, c'est peut-être une étude à faire, savoir combien d'images on regarde tous les jours et combien d'images on retient, en fait. Et qu'est-ce qu'on retient de ces images ? Donc c'est vrai que dans notre formation et ensuite dans le travail qu'on peut faire avec la maison d'édition, quand on peut le faire, on s'attarde sur la question de la représentation cartographique ou la représentation ou la question des diagrammes ou de la représentation d'études sous la forme de graphiques en fait. Ensuite, dans notre domaine particulier, le travail qu'on fait depuis assez longtemps, c'est être simple mais pas simpliste. C'est-à-dire que à partir des contenus, notamment donc celui-ci, c'est mettre à plat les choses pour que ce que je disais tout à l'heure soit très clair en fait, et que on puisse en tout cas entrer dans le texte sans forcément tout comprendre, et en tout cas avoir des clés pour pouvoir circuler dans l'espace, dans le sommaire. Donc par exemple le sommaire, ça a été un long travail ensemble, des allers-retours. Et pour qu'il soit, en tout cas, qu'il ait une clarté et qu'il permette en fait au lecteur de rentrer un petit peu dans l'ouvrage. Après, c'est vrai que dans le travail de design ici, le fait qu'on choisit de faire un livre cartonné, qu'il y ait un rapport à la typographie très classique, etc., c'est aussi une volonté de déplacer. C'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup sur cette notion de déplacement dans la façon dont on publie les textes, et déplacer ou replacer, en tout cas faire appel à des codes matériels ou des codes culturels qui sont ceux de la lecture, pour ne pas en faire un livre souple sur lesquels on ne va pas forcément s'arrêter, en tout cas en faire un objet qui pose question. Donc on accompagne en fait, je pense que sur ce projet on a accompagné la fascination dont tu parlais au début des cartes en fait. Oui, c'est des belles cartes et un beau livre, enfin au sens du beau livre d'art, j'entends. J'aime pas trop l'idée du beau livre. Ah oui, non, bon. Voilà. Mais en tout cas du livre dans lequel on a porté beaucoup d'attention, quoi. Ouais. Voilà. Parce que moi, en fait, quand je l'ai vu en librairie, ça m'a fait penser d'abord, effectivement, le cartonné, je ne sais pas pourquoi, peut-être que, d'ailleurs, tu pourras nous en dire un mot, mais pourquoi le cartonné, ça donne de la valeur à un livre plutôt que du souple. Oui, mais je veux dire, dans l'imaginaire du lecteur, qu'est-ce qu'il y a de... Voilà. Et il y a, alors, c'est peut-être parce que je suis un jeune papa, mais ça m'a fait penser aussi à des livres de contes. Il y a une dimension, alors je ne sais pas si ça a été parmi vos réflexions dans la façon de fabriquer et du choix de la fabrication, mais voilà. Là aussi, de mon point de vue, on n'a jamais vraiment parlé comme ça, mais de mon point de vue, c'est là aussi un accompagnement de la notion de spéculation, mais pas au sens négatif du terme, mais vraiment de la projection, de la notion de projet en fait, ou la notion d'hypothèse également, donc rentrer dans cet univers hypothétique, et voilà, pour pouvoir passer ailleurs en tout cas, et pouvoir utiliser cet objet en tant qu'outil. Et alors, est-ce que concrètement vous pouvez nous dire comment le dialogue, le projet s'est mis en place, nous raconter un peu l'arrière-boutique de la fabrication? Je sais pas comment. Non, mais comment c'est structuré, par exemple, la représentation du sommaire, le choix des cartes, le choix du papier, j'en sais rien. Enfin, la vie d'un livre, quoi. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que nous, effectivement, on n'est pas on avait vraiment voulu que image et texte aient la même importance, et de pouvoir lire les deux de manière entremêlée, et penser aussi les légendes comme un métatexte, un autre texte qu'on puisse suivre. Après, on n'était pas des spécialistes de la mise en page, du coup on n'avait pas forcément réussi à bien faire cette articulation. Et du coup, quand on est arrivé vers B42, c'était aussi une de nos attentes, et je pense que effectivement leur savoir-faire a rendu limpide des choses qui ne l'étaient pas. Et par contre, ce qui nous était, on n'avait pas fait beaucoup de choix de mise en page,
Mais on avait une structure à l'esprit, c'était à chaque fois qu'il y ait un rapport de fabrication, une carte, que le rapport de fabrication soit bleu, parce qu'il y avait l'idée de blueprint de quelque chose qui était comme les plans d'architecte, qu'on soit dans un outil en fait, et la carte sur fond noir, parce qu'il y avait cette idée des cosmogrammes en filigrane. Et c'était un peu notre seul début de structure, et c'est sur ça qu'on a travaillé ensemble aussi pour peaufiner. Oui, et je dirais qu'il y avait une difficulté pour nous qui était que votre manuscrit était déjà très, quelque part, avait une forme en fait. Et c'est vrai que recevoir un manuscrit qui a une forme, ça peut servir la réception du projet. Je pense que c'était clairement, de votre point de vue, en tout cas pensé comme ça, c'était plutôt bien pensé. Mais pour un designer, partir d'une forme, enfin voir une forme déjà existante, comment ça peut être très casse-gueule en fait, dans le sens où ça peut être plus long parce que on passe déjà beaucoup de temps à déconstruire pour retourner sur une forme de table en fait, sur laquelle les éléments sont posés mais ne sont pas encore agencés. Donc c'est vrai que là il y a eu ce travail-là que nous on a pu faire, ça vous l'avez pas vu. Et ensuite ça se fait de façon très très progressive. En tout cas, nous, on a passé beaucoup de temps à réagencer tout ça. Et voilà, ensuite, on peut aller, nous, dans le détail, à poser des questions sur une légende, sur des statuts, surtout, de mots, ou sur des types de représentations, même dans des schémas qui avaient été choisis et qu'on a rediscuté ensemble. Enfin, voilà, c'était un travail très agréable, et en tout cas dans le partage, dans la construction, en tout cas, pour arriver à cet ouvrage-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des auteurs plus ou moins réceptif. Ouais. Et du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux un mot sur la structure du livre, c'est-à-dire le fait qu'il y ait toujours un modèle, une carte, une transformation, et puis nous dire ce que c'est que le modèle, la carte et la transformation. J'ai déjà un peu expliqué, c'est le principe de... Les modèles, mais tu n'as pas parlé du reste. Vraiment. Comment ça? Alors je vais répéter. Oui, donc l'idée c'est qu'à chaque fois il y ait un outil. Donc c'est l'outil. En fait, en gros, c'est la structure de la carte. C'est comment, les outils de dessin qui vont être appliqués sur les territoires. Et oui, c'est la structure de la carte qui est justement le code couleur. C'est qu'elle était bleue parce que c'est un blueprint. Et par contre, cette structure-là, elle est quand même racontée par étapes. Donc, j'ai pas le slide qui aiderait là à expliquer, mais si, c'est un peu ça. Là, c'est des extraits de justement ce rapport de fabrication. On montre progressivement le geste déjà le premier geste, c'était souvent un geste de détournement, comme là la terre renversée, et aussi tout ce qui va un peu construire la structure de la carte. Ah, mais ça, c'est des... Oui, et par contre, il y a des schémas qui accompagnent le texte au fur et à mesure du chapitre, mais c'est hors cette grande structure qui est l'outil, puis la carte, en fait. Et du coup, il n'y a pas de règles pour ces images-là. Elles viennent, en fait, comment dire, c'est comme des paragraphes de texte. Pour nous, images et texte ont la même valeur, donc c'est complètement partie prenante de chaque chapitre, en fait. Et du coup, le chapitre se conclut avec une sorte de memento, là, comme je disais, où on refait ce geste une dernière fois pour clôturer le chapitre. Voilà. Du coup, on peut peut-être, je ne sais pas de quelle heure il est, ni combien de temps on a parlé, mais j'imagine que ça doit faire à peu près le temps. Je ne sais pas si, du coup, vous avez des questions. On est dans les temps, Françoise? Je peux les ai laissés faire, en fait. Je peux poser une question? Il y a quelqu'un qui en a une? Ah, formidable.
Oui, non, je voulais juste savoir, quand vous parliez vous étiez en train d'essayer de mettre en place des outils en tant qu'architecte pour réussir par exemple à remettre à l'ordre du jour ces questions de sol, de profondeur, de comment les expliciter ou comment face à un maître d'ouvrage ou quelqu'un essaie de lui montrer qu'en effet c'est pas juste un plan, il y a quelque chose qui se passe en dessous. Est-ce que ces outils-là, c'est quoi exactement, et est-ce que c'est compliqué, et dans quel cadre surtout, c'était dans quel but que vous essayez de mettre ces outils? Est-ce que c'est dans votre pratique d'architecte ensuite pour des projets Comme je disais, pour nous, le début du projet, c'est déjà l'inversion du regard, parce que juste avec d'autres images, on induit des comportements et des actions différentes, donc c'était déjà la première chose. Après, l'application et le retour à la pratique, il n'est pas si évident, dans le sens où c'est pas des recettes toutes prêtes. Du coup, il faut voir comment justement ça peut s'intégrer dans un projet. Pour l'instant, on a quelques exemples de suites en fait qu'on a donné qu'on fait maintenant, plus sous la forme de ça charge plus de workshops dans différents contextes liés à des pièces de théâtre. Notamment avec aussi les conférences avec Bruno Latour sur les nouveaux cahiers de doléances, où là les outils de cartographie sont utilisés plus dans un exercice de description de son territoire. Donc voilà, pour l'instant c'est plus des ateliers de description, avec des enfants aussi, dans le cadre d'un projet autour d'une pièce de théâtre dans la Nièvre. Mais Alexandra, elle en parlerait mieux que moi, mais elle utilise le premier modèle sur le sol avec des scientifiques de la zone critique sur différents sites pour justement pister et tracer le chemin du carbone. Donc là, c'est plus pour intégrer, c'est un outil de visualisation utile aux scientifiques qui permet de comprendre les sols et pourquoi pas d'utiliser ces données-là dans les projets d'aménagement. Donc en fait, c'est vraiment par étapes. Après, comme tu disais, Aurélien, effectivement, les deux derniers chapitres, mémoire et ressources, seraient peut-être plus aptes à être tout de suite utilisés dans les projets, parce qu'ils permettent de comprendre la question de filière, notamment le ressources, on parle de biomes industriels qui vont créer des trous dans le territoire. Et entre ces biomes existe une zone grise avec tout un potentiel d'action possible. Et donc on définit comme un modèle de codage ou de tissage de ces sources vives. Donc ça, c'est complètement lié aussi ça peut être complètement calqué sur une démarche de projet en fait. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas trouvé l'occasion, disons, parce qu'il faut trouver le bon projet, les bonnes personnes, l'espace-temps pour ça aussi. Mais ça peut être un des objectifs, effectivement. Enfin, je suis un peu désorienté, bien sûr, mais ce que je trouve absolument génial dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de kit. Hein. Et c'est la question du vivant. Et d'un coup, un projet d'architecte au départ intéresse, à mon avis, au premier chef, les agriculteurs. Et le pont, il est rarement fait, quoi. Parce que les agriculteurs, ils forment la terre, ils l'érodent parfois par leurs pratiques, et aujourd'hui, il y a un énorme mouvement de fond pour essayer de modifier ces pratiques, les améliorer et de tout chambouler. Enfin, il y a quand même des grandes révolutions techniques dans tout ça. Donc, moi, je ne sais pas quoi en dire, mais face aux cartes, il est évident que l'image est inversée et les pratiques vont l'être aussi, certainement, par l'arrêt du labour, par la réintroduction des arbres, la valorisation des arbres. Donc la question des filières. Et aujourd'hui, un agriculteur avec des arbres, c'est un coût, ça lui coûte, parce qu'il est tout seul. La ressource n'est pas visible, quelle que soit l'échelle, que ce soit l'échelle de bassin versant ou de quelques fermes. Quand on est tout seul, on entretient, donc on dépense soi-même l'énergie et l'argent pour faire quelque chose qui n'a pas de débouché derrière. Donc, sans doute que, je ne sais pas où est-ce qu'il faudrait construire quelque chose, mais ces dernières cartes qui pourraient être tout de suite activées dans des projets
avec des agriculteurs, ces fameux biomes avec des déserts autour, parce que l'agriculture, elle est imitée, quoi. Elle n'est pas seulement imitée par l'aménagement urbain ou la bétonisation, elle est imitée par l'érosion et la perte de fertilité des sols et par du carbone, quoi. Alors je ne sais pas, moi j'ai pas de piste aujourd'hui, mais pour ça je suis venu pour écouter des choses. Non, mais en fait, ce que vous dites, ça me fait rebondir sur le fait que ces cartes, elles peuvent être aussi un peu démontées et remontées selon les problématiques. Donc sur la question, par rapport à l'agriculture et sur ces questions de sol, mais aussi finalement de cohabitation et d'enjeux, de financement, on peut penser à une partie de la carte paysage vivant comme un moyen de penser certaines cohabitations et de discuter justement de ces terrains de vie qui se superposent, avec cette carte sol qui permet un peu de révéler les enjeux et les améliorations possibles liées à l'agroforesterie, par exemple. Donc en fait, c'est aussi chaque problématique. Une fois qu'on a recomposé un langage et qu'on a montré comment peuvent fonctionner des outils recomposés, on peut travailler ensemble à des outils. Parce que la question de la carte, c'est un peu qui l'a fait et pour qui. Donc voilà, si on travaillait ensemble à des outils autour d'une question, permet de composer le bon outil en tout cas. Donc, Et justement, parce que là, il y a 7 modèles de cartographie, mais ils ne sont pas limitatifs ni exhaustifs. Comme tu disais, ils répondent chacun à une question particulière. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait développer d'autres modèles pour d'autres questions ? Et moi, j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on peut combiner les cartes ? oui, je pense qu'on peut combiner les cartes, même si on a quand même fait un gros travail sur le choix de ces différentes thématiques et de ces 7 thématiques. Au départ, il y en avait moins, après il y en avait peut-être 10, puis elles ont disparu, parce qu'en fait, on voulait quand même interroger... par exemple, la question de l'échelle, voilà, la question justement de la coupe en profondeur, c'était lié à des problématiques de représentation, des choses qu'on trouvait. L'idée, c'était quand même de révéler le blanc des cartes et travailler sur cet invisible. Et pourquoi c'était invisible ? Est-ce que c'était voulu ? Est-ce que c'était juste que ça échappait aux outils ? Voilà. Donc effectivement, on pourrait en penser d'autres. Après, je pense que déjà, avec ces outils-là, on peut explorer pas mal de questions. Voilà, mais comme tu dis, en fait, ces outils-là, ils viennent d'une liste de problématiques qu'on s'était listées face à des vrais problèmes sur les projets, en fait. Donc c'est pour ça que ça embrasse quand même beaucoup de choses, je pense. Je crois que monsieur avait une question à poser. Oui, c'est plus une remarque qu'une question, parce que j'arrive vraiment très tardivement. Je n'ai pas assisté à votre débat, donc c'était juste comme j'ai eu l'occasion de feuilleter un petit peu votre livre, et par rapport à cette dimension architecture et agriculture, peut-être plus de voir une complémentarité. Aujourd'hui, c'est une forme d'opposition avec artificialisation des sols. On perd, je crois, un département tous les 10 ans. De la terre qui pourrait être utilisée pour l'agriculture et qui est utilisée pour, je dirais pas nécessairement l'architecture, c'est des centres commerciaux, c'est des routes, c'est peu importe. Enfin, le sol n'est plus quelque part, il est plus visible. Et donc, cette carte, elle a peut-être le pouvoir de redonner vie de permettre aux citoyens de voir qu'il y a cet espace, de changer leur point de vue plutôt que l'environnement autour d'eux, mais regarder dessous. Et il y a des initiatives de communes comme Los Angeles qui va réutiliser tous les interstices qui restent libres dans la ville pour créer des jardins partagés à les cultiver. Et donc c'est peut-être aussi l'opportunité dans tous ces espaces interstitiels d'aller redonner de la vie. Oui, bien sûr. En fait, oui, il y a plein de moyens de les utiliser et sur plein d'endroits. C'est-à-dire que ça peut être aussi, comme vous dites, des sites fragmentés sur lesquels on fait des micro-actions. Et ce que vous dites sur le fait que effectivement tout est déjà très urbanisé et très construit, ça me fait penser à la dernière carte justement où
où l'idée c'est de penser ce déjà-là, ce dont on hérite en fait, comme qui est quand même un monde en ruine entre guillemets, sur selon les filtres qu'on utilise. Comme un moyen de justement passer du chantier, du paysage en ruine au chantier des signes. C'est l'idée de la dernière carte, c'est-à-dire comment on réactive ça, comment on pense justement le sol sur lequel on habite et les constructions qui sont déjà là comme de nouvelles fondations. Donc cette idée de recyclage et de reconstruire dessus, de recomposer, elle est présente et elle peut être aidée par ces outils-là aussi. Alors il y a un sujet également, c'est tout ce qui est relation entre les producteurs et les consommateurs et la vie d'un produit. Donc aujourd'hui, on bâtit, on va dire, des exigences très fortes pour les producteurs. Enfin, on demande des exigences de biodiversité, peu importe, beaucoup de choses. Et on arrive à des cahiers des charges qui sont complexes et des données qui permettent de vérifier tout ça. Et je trouve que vos cartes permettraient de mettre en image finalement un écosystème, l'écosystème qui a généré un produit, je ne sais pas, une viande ou une salade, etc. Et de présenter sur une carte tout cet écosystème, qui soit le nombre d'abeilles présentes, le nombre de papillons, et de pouvoir finalement comparer d'un point de vue visuel avec une carte, avec cette carte-là, d'avoir une image représentative de l'écosystème qui a généré un produit. Et que cette carte serait un outil de communication pour figurer un écosystème, l'écosystème d'un produit. Voilà, moi, c'est comme ça que je le verrais. Bah, c'est vrai que les cartes, elles ont, comme on a dit, le pouvoir de déployer des mondes et d'amener l'idée d'une exploration presque fictionnelle vers des territoires qui sont qu'on a l'impression d'être imaginés, mais elles ont aussi le pouvoir de dessiner tous les interactions. Elles ont un pouvoir analytique très fort en fait. Et de ce point de vue, en fait, effectivement, ça peut être des outils intéressants pour analyser des filières et analyser un écosystème et en changeant de point de vue et de prisme. Voilà. Donc oui, c'est à ce double pouvoir en fait, je pense. Oui. La dimension du temps, effectivement, est une dimension qui est importante et qui est... en fait, on n'en a pas parlé là, mais c'est quand même des outils en 2D qui sont dessinés comme si c'était des dessins, mais ça n'empêche pas de faire entrer des dimensions, des questions de temps, des questions de... on crée la structure qu'on veut et justement, on a travaillé sur cette légende et sur cette structure pour pouvoir entrer les bons paramètres qui permettent la visualisation par rapport à une question. Ça retombe un peu sur la question que je voulais vous poser par rapport à ces dimensions. Vous avez des cartographies en 2 dimensions, donc c'est un choix, j'imagine, que vous avez fait. Est-ce que vous avez envisagé d'autres formes de représentation de ces cartes avec d'autres outils, donc le papier? Est-ce que des outils 3D, voire au-delà, on sait qu'on est capable d'en faire Oui. En fait, nous, c'était un choix dès le départ de se dire, c'est comme si on avait un papier et puis voilà, on était projeté dans ce monde et on essaie de le redessiner. Et du coup, la question de la 2D était un choix qui n'était pas forcément facile, qui était, comment dire, pas arbitraire, mais qu'on a fait et qui, en tant qu'architecte, nous est toujours proposé. Pourquoi vous n'avez pas fait des cartes en 3D? Pourquoi vous n'avez pas fait des cartes en mouvement? Mais on pense que justement, dans les paramètres des cartes, le temps n'est pas forcément, comment dire, montrer le temps, c'est pas forcément montrer une carte en mouvement. Montrer le mouvement, c'est pas forcément montrer une carte mobile. Voilà, en fait, je veux dire, les capacités de traduction du dessin peut permettre d'approcher beaucoup de choses déjà. Après, effectivement, si on voulait intégrer beaucoup de data, la question de transcrire ces cartes en logiciel pourrait être intéressante pour intégrer le data parce que nous on les dessine, donc après ça devient un travail un peu surhumain de réajuster à chaque fois. Donc là ça me semblerait intéressant justement de rajouter la numérisation comme ça, mais dans un process de fabriquer un logiciel qui génère des cartes. Voilà. Une dernière question?
fait, on parle beaucoup des cartes, mais on ne parle pas beaucoup du texte. Dans un manuel, dans un atlas, le texte est plutôt marginal, ce qui n'est pas le cas dans votre ouvrage. Et comment vous avez décidé le ton que vous avez donné au texte? Je pense que c'est une question assez importante aussi, parce qu'il y a des gens qui écrivent des mémoires ici. Et je me souviens que vous avez fait le choix d'avoir un appareil de notes assez limité, alors qu'en fait, il est extrêmement ressourcé, extrêmement référencé, cet ouvrage-là. Donc, comment vous avez déterminé le ton du texte? Parce qu'on parle beaucoup du ton des cartes, mais le ton du texte. Et, parce que je me souviens aussi il y a des choses qui ont disparu et qui s'apparentaient, parce que peut-être trop hétérogènes encore, qui s'apparentaient à justement de la poésie par moment, ou même une espèce de faux programme informatique. Est-ce que tu peux juste revenir sur la fabrique du texte? Et surtout, c'est un texte qui est écrit à 6 mains ou 3 mains. Non, mais oui, du coup, c'est vrai qu'on s'attarde sur les cartes, mais elles sont, enfin, en tout cas, on les a pensées de manière corrélée. Donc, en fait, je pense que effectivement, déjà, en fait, le texte, il est fait de morceaux, puisque on faisait plutôt des rendez-vous où on amenait des morceaux de texte, des morceaux d'images, et on essayait de tisser ça ensemble. Donc, il y a eu un gros travail de lissage. Alors, je ne sais pas si le ton du texte a été choisi de manière consciente, ou ça a été une sorte de chose qui s'est faite parce qu'on se racontait notre fiction de groupe aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on était en train de travailler, et puis finalement, on se racontait aussi notre exploration. Et donc, cette idée du récit, d'un texte qui à la fois cadre théoriquement ce qu'on est en train de faire, mais aussi raconte un parcours dans l'espace, mais aussi dans l'image. Et donc, c'est cette idée qui est proche du récit, et ça rappelle ta question. Je pense qu'effectivement, ça a été un choix qui s'est arrêté progressivement. Et c'est bien sûr Frédéric qui a aussi fait tout ce travail de lissage qui était très important. Et finalement, les parties les plus hétérogènes, elles ont disparu, mais en discutant avec vous aussi, puisqu'il y avait comme des bulles de fiction, parce qu'au départ, la légende, nous, on avait un peu déliré sur l'idée que les légendes, c'était aussi les légendes fictionnelles, quoi. Que ça permettait d'accrocher d'autres choses. Et déjà, en fait, là, c'est tellement... on rentre dans un univers très codé, on doit le décrypter, donc effectivement, ça pouvait un peu polluer le sens de ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que ça a disparu aussi. Donc il y a eu un travail de lissage assez important, mais lissage sans tomber dans le ton neutre, en fait. C'est un peu ça qui était intéressant, c'est que finalement, ce travail d'écriture, mais peut-être que là, Frédéric en parlerait mieux, mais est vraiment été porté par notre histoire commune, la fiction qu'on se racontait en train de faire ce projet, où on avait l'impression vraiment de découvrir des choses. Donc des fois, parce qu'en fait, on se disait, bon, on va faire cet outil, puis on le testait, puis on avait aussi ce phénomène de révélation pour nous-mêmes, où la référence de Houck qui, par le microscope, redécouvre la Terre et découvre les paysages de la moisissure, c'est quelque chose qui nous a beaucoup accompagnés, et je pense qu'il a beaucoup teinté sur le récit, le texte global. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux nous dire quelque chose justement sur la disparition de cette partie hétérogène? Effectivement, ce sont un des petits morceaux qu'on avait un peu nous appréhension à leur demander de pouvoir les enlever, en fait, parce que on comprenait que ces morceaux avaient de l'importance, mais nous, ce qui nous importait, c'était de faire en sorte que on limite un périmètre pour éviter de trop se perdre, en fait, dans le sens où c'est déjà un propos assez complexe dans lequel on peut rentrer pour comprendre les hypothèses. Et il y a certains endroits où nous, on a estimé que les hypothèses étaient trop... nous amenaient ailleurs. Et alors, ça aurait pu faire l'objet d'un autre cheminement, en tout cas à compléter. Et donc voilà, c'était la proposition qu'on leur a faite, en tout cas, après notre lecture et la manipulation aussi des formes dans le livre, parce que il y a certains morceaux qui ont été enlevés, pas forcément au début du travail, qui ont été aussi enlevés quand on mettait en forme, en fait, le livre et les images avec le texte.
Pas d'autres questions? Eh bien, bonne soirée caniculaire alors. Oui, alors donc moi je voulais quand même préciser que le mot machine n'a pas été prononcé alors qu'il est dans le livre. Donc, parce que monsieur parlait de produits, nous dans notre école, c'est vrai qu'on ne parle pas des carottes ou des produits alimentaires comme vous dites. Pour nous, ce ne sont pas des produits. Nous, ce sont des produits qui sont vraiment très transformés, fabriqués. Mais là, justement, c'est pour faire un petit parallèle. Là, on parle de machines à fabriquer des cartes. Donc là, maintenant, vous êtes en pleine fabrique. Comment ça marche? Vous continuez à en construire, à en générer. Oui, en fait, oui, maintenant il faut utiliser la machine, quoi. C'est Voilà, un peu l'idée. Et du coup, trouver les bons cadres, les bonnes problématiques, voir comment justement ça peut s'intégrer à un processus, enfin un design de projet et un processus de projet, pourquoi pas lié à l'aménagement. Mais là, on s'en sert plutôt du point de vue de la recherche pour l'instant. Alexandra développe la carte, enfin le modèle sol dans le cadre de sa recherche, de sa thèse, et voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci à tous les trois, merci 5 même, parce l'invitation. que voilà, c'était très sympathique que vous soyez là, malgré cette chaleur infernale. Et donc, c'est la dernière séance de cette saison, mais nous allons aborder la saison prochaine d'autres territoires. Et donc, normalement, nous devrions y aborder d'autres territoires comme les ronds-points, peut-être. Nous avons une chose à construire avec un élève qui souhaiterait inviter des hommes de ronds-points, pas les gilets jaunes, hein, vraiment des ouvrages sur les ronds-points. Les cahiers de l'imaginaire, bien sûr, qui pourraient nous conduire encore plus loin, certainement. Et puis, j'en profite parce qu'elle est là, mais on s'est présenté un livre sur le Caire, un livre qui a été fait à Nancy, à l'École des Beaux-Arts de Nancy, sous la direction de Jeanne Dautrey qui est là. Donc, tout un beau programme. On n'a pas encore arrêté toutes les propositions, mais les élèves sont bien sûr les bienvenus pour nous faire des propositions, comme les personnes qui sont dans cette école, toutes les personnes qui sont dans cette école. Merci à vous et bonne soirée.